Pas de Minutes. problème. Alors, 10 Voilà. secondes, je dis à mon équipe de ne pas me déranger. Oui, Oui. allez-y. Ouais, c'est Mettez mieux, ouais. vos téléphones portables en mode silencieux. Parfait. Peut-être un petit coup sur votre écran? Non? En Moi, direct? Oui, c'est possible? tout est possible. Ah, c'est nickel. Ouais, parfait. Donc, je ferme le micro et vous pourrez commencer quand vous voulez. Bonjour à tous, je suis Dominique Savary, je travaille au département de médecine d'urgence du Centre hospitalier universitaire d'Angers et dans les suites de notre congrès urgence nationale, j'ai la grande chance d'être accompagné du docteur Clément Derken. Bonjour Clément. Bonjour Dominique. Donc Clément travaille à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et son domaine d'expertise, c'est la défibrillation. Et je voudrais qu'aujourd'hui, nous parlions de la double défibrillation, sujet que vous avez évoqué pendant ce congrès. Et donc, qu'est-ce que la double défibrillation? Alors, la double défibrillation, c'est quelque chose de très ancien et de très moderne à la fois. C'est 1985, les premières études animales, et c'est 2022, un papier qui a fait énormément de bruit, où il y a des résultats intéressants sur la survie d'une technique qui consiste, pour les personnes en arrêt cardiaque, à défibriller en même temps avec deux vecteurs différents. Ça veut dire que les patients en arrêt cardiaque, ils ont les électrodes en antéro-latéral comme toujours, et on rajoute en plus d'autres électrodes en antéro-postérieur. Et quasiment au même moment, les deux défibrillateurs défibrillent en même temps le myocarde. OK. Et donc, j'imagine que l'indication, c'est bien sûr les patients qui fibrillent et pas les patients en asystole. Précisément, c'est quoi les indications? Ouais, alors, et bon, on les connaît pas très bien hein, parce qu'il y a une seule étude qui a étudié ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'arrêt cardiaque qui fibrille et on parle d'arrêt cardiaque réfractaire et de fibrillation ventriculaire réfractaire, c'est-à-dire les gens qui ont de la fibrillation ventriculaire ou qui ne s'arrêtent pas après un choc. On parle de fibrillation ventriculaire persistante ou bien qui s'arrêtent après un choc mais qui revient tout de suite. Et on parle à ce moment-là des fibrillations ventriculaires récidivantes. C'est classiquement, en tout cas dans l'étude dont on va parler des patients qui ont reçu trois chocs aux trois premières analyses. D'accord. Donc, après un certain temps d'arrêt cardiaque, en fait. Oui, en tout cas, c'est comme ça que l'étude de 2022 avait inclus les patients. Ils commençaient à faire de la double défibrillation à compter du quatrième choc, mais cette étude est suivie par quatre autres études en cours qui comptent inclure des patients avec de la double défibrillation, peut-être dès le premier, deuxième ou troisième choc. La place n'est pas encore certaine. Ce qui est sûr, c'est que dans nos pratiques, c'est probablement des patients, avant qu'on s'y mette, qui ont reçu un certain nombre de chocs, disons au moins trois. Et alors, quel est le mécanisme d'action? Parce qu'on a tous connu des énergies un peu augmentant comme ça, puis là, d'un seul coup, on va en mettre deux. Donc, c'est quoi le mécanisme d'action? Alors, il n'est pas parfaitement connu et c'est une des limites de cette technique, c'est que parmi les explications plausibles, il y a le fait qu'on donne deux chocs tellement rapprochés en même temps que ça serait qu'un seul choc, beaucoup plus énergétique. Donc, il y a une augmentation d'énergie. Une autre théorie dit que le deuxième choc tomberait sur un myocarde rendu très sensible au choc par le premier myocarde. Et puis la théorie que je crois que je préfère, c'est celle qui associe les deux vecteurs spatiaux de la défibrillation, parce que vous savez, quand on fait la défibrillation antérolatérale, parfois l'électrode latérale n'est pas assez postérieure et donc attrape mal le cœur. Et quand on rajoute une deuxième défibrillation antéro-postérieure, là on attraperait surtout la paroi postérieure du myocarde, celle dans laquelle se réfugient peut-être des boucles de réentrée de fibrillation ventriculaire qui font que la fibrillation ventriculaire récidive. Et alors, bah, j'imagine qu'il y a des procédures de mise en œuvre et puis que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, qui va faire ça et comment faire? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est le domaine d'une équipe spécialisée, d'un SMUR, qui arrivera après une ambulance ou des pompiers. Comme ça, eh bien, elle vient avec son propre défibrillateur, et puis il y a celui de l'ambulance ou des pompiers déjà en place. Ça fait deux défibrillateurs, on peut le faire. Ce qui est sûr aussi, c'est que on ne peut pas s'y lancer comme ça. Il faut un petit peu d'entraînement, c'est pas très compliqué à simuler en simulation, mais il faut quand même le faire. Et on va devoir donc rajouter aux électrodes antéro-latérales posées par les premiers secours une paire d'électrodes antéro-postérieures. Alors pour ça, on peut profiter d'un moment où le patient est ventilé et pas massé pour poser l'électrode antérieure. Et puis peut-être sur un changement de masseur, au moment où un masseur se recule, il tire le patient vers lui, il retourne, on voit le dos du patient, on met l'électrode postérieure. Ça, c'est pour la partie facile, c'est la partie où on pose les deux paires d'électrodes. Ensuite, on met les deux défibrillateurs l'un à côté de l'autre. Et au moment où le défibrillateur des pompiers
propose un choc. À ce moment-là, on a anticipé en chargeant le défibrillateur manuel et on va défibriller le patient avec les deux DSA quasi en même temps. On dit qu'il faut faire les deux doigts le même doigt le plus vite possible ou les deux doigts avec un tout petit différentiel. D'accord. Et donc, la question qui se pose, c'est après, est-ce que c'est plus efficace? J'imagine que ce papier dit que oui. Alors, ce papier dit que oui, il est très enthousiasmant parce qu'il parle de 30% de survie, alors que dans le bras contrôle, qui avait une défibrillation classique antérolatérale, la survie était de 13%. Ça fait un odds ratio à plus de 2, ça veut dire que cette technique multiplierait par plus que 2 les chances des patients de survivre. Mais on peut quand même tempérer ça par déjà un seul essai randomisé, c'est rarement assez pour faire changer les procédures. Deuxièmement, il y a quelques limites. Et dans ce papier, on peut citer le fait que l'étude ait été arrêtée avant le nombre de sujets nécessaires. Alors, il y a une histoire de Covid et parfois ça surestime un petit peu l'effet de certaines études. Et puis, deuxièmement, ils ont fait des études un peu en sous-groupe qui viennent un peu troubler l'analyse qu'on peut en avoir, avec en particulier le fait que l'intervalle entre les deux appuis il n'est pas standard, hein. C'est les médecins qui appuient ou les infirmiers qui appuient en même temps. Et probablement que plus c'est rapproché, plus c'est efficace. Et pourtant, une analyse en sous-groupe n'était pas très conclusive sur le sujet. Donc, on a très envie d'y croire. Si on est très expérimenté, il faut peut-être se lancer. Si on n'est pas expérimenté, il faut vraiment pas le faire. Mais il y a encore un sujet, est-ce que ça marche vraiment? C'est un peu la question. Et alors, est-ce que, je demande à l'avis d'expert, là, on aurait presque envie de les mettre en antéro-postérieur tout le temps, les électrodes, plutôt qu'en antérolatéral? Qu'est-ce qu'en pense l'expert? C'est une question passionnante. Il y a une autre étude qui est sortie un peu plus tard et elle, randomisait les patients à l'arrivée des premiers secours. Les pompiers arrivent et c'était ou antérolatéral ou antéro-postérieur. Et antéro-postérieur faisait beaucoup mieux qu'antérolatéral pour des critères intermédiaires qui étaient la reprise d'une activité circulatoire. Il y a le même rationnel qui est qu'on défibrille probablement beaucoup mieux la paroi postérieure du cœur. Et la même limite qui est que poser une électrode postérieure, c'est un patient qui n'est pas massé, alors que poser l'électrode latérale, on peut continuer à masser le patient. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez sur un patient pour lequel les premiers chocs n'ont rien fait, il faut passer en antéro-postérieur, ça c'est le plus facile à faire. Si vous avez un patient qui est très obèse, un volume thoracique assez important, il faut être en antéro-postérieur. La géométrie antéro-postérieure est plus fine que l'antéro-latérale et vous aurez plus d'énergie à délivrer au myocarde. Et puis si ce n'est pas le cas, mais si vous êtes entraîné et que ce patient a reçu plein de chocs, j'ai envie de vous dire, c'est dommage que vous ne soyez pas entraîné un petit peu avant à faire à faire de la double défibrillation. Donc, pour résumer, antéro-postérieur chez les personnes à forte corpulence, ou bien si la défibrillation antéro-postérieure n'a pas réussi et que vous n'êtes pas en mesure de faire la double défibrillation. Et alors, est-ce qu'il y a des risques à commencer la double défibrillation alors? Ouais, il y en a deux. Il y en a un vrai et un peu fantasmé. Le vrai, c'est que pendant qu'on pose des électrodes, on masse pas le cœur. Et on sait très bien, les patients, surtout au bout d'un certain moment, sont dans une phase circulatoire où il faut masser le cœur. Et du coup, il y a quand même une petite balance entre le temps où on retourne le patient, on pose l'électrode dans le dos, et puis celle où on pourrait délivrer des compressions thoraciques. Ça, c'est le premier risque, c'est d'augmenter son hands-off, le temps sans massage. Deuxième risque, c'est qu'il y a un risque théorique que le deuxième défibrillateur abîme électroniquement le premier défibrillateur, puisque les défibrillateurs sont pas très blindés contre des chocs d'autres appareils. Alors ça, c'est un risque qui est un peu fantasmé. L'étude qui a fait la WDF a beaucoup étudié le sujet. C'est peut-être 0,1% des chocs délivrés. Donc, ce n'est pas un vrai risque important. Et puis, surtout, on peut très facilement gérer ce risque en augmentant la fréquence des autotests, puisque le DSA, s'il prend un choc et il est abîmé, il ne va pas exploser. C'est juste que l'intervention d'après, il ne marchera plus. Donc, en fin d'intervention de double défibrillation, faites un autotest des machines et ça permettra de lever le risque. D'accord. Et donc, il faut probablement avertir en tous les cas les partenaires, ambulanciers, pompiers, qu'on va se mettre à faire ce genre de technique pour qu'ils ne soient pas surpris. Ouais, comme toujours, l'arrêt cardiaque, c'est un travail d'équipe et c'est pas possible d'imaginer que quelqu'un change sa pratique sans prévenir ses camarades. Et si les SAMU se mettent à faire de la WDF, il y a deux partenaires qu'il faut bien sûr prévenir. Le premier, c'est les équipes de pompiers. On va faire un truc particulier avec deux DSA. D'ailleurs, ils peuvent venir à l'entraînement quand le SMUR va s'entraîner de manière préalable. Et puis, il y a l'ingénieur biomédical du SDIS. Lui, il faudra quand même voir avec lui comment est-ce qu'on peut rapprocher les autotests. Parce que le drame absolu, ce serait qu'un patient soit connecté à un DSA endommagé parce que l'intervention précédente, on a abîmé le DSA sur une double def et qu'on n'a pas fait l'autotest entre les deux, même si c'est un risque exceptionnel. Bon, en tous les cas, c'était passionnant. Un grand merci, docteur Derken. Et puis, je vous dis à bientôt sur Medscape France. Au revoir.
Super, parfait, parfait. Je prends une petite photo. Ah non, là, il y avait la langue. Voilà, c'est bon. Ok, donc j'arrête l'enregistrement.